Bon, chers tous, merci vraiment de vous rendre disponible là pour cet échange, cette table ronde qui, comme vous le voyez, n'est pas du tout ronde, mais finalement vous complétez le cercle. On souhaiterait avoir un temps d'échange. Bon, j'ai pensé à ce sujet parce que je pense qu'il faut, dans un thème de potentiel humain, penser à l'environnement qui nous entoure actuellement, que certes parfois on ne souhaite pas ou qu'on critique très facilement, mais c'est un état de fait, il est là. Les réseaux sociaux, Internet, les écrans, etc. Ici, dans le cadre naturel, on a très rapidement fait de se dire que ce qui est important, c'est la nature, ce qui est important, c'est le cadre naturel, etc. Revenir aux sources, revenir aux racines. Mais pourtant, il y a encore une fois, il y a un état de fait. Les nouvelles générations naissent avec un smartphone dans la main. Comment on fait? Comment on fait? Est-ce qu'on lutte contre? Est-ce qu'on se sert de l'outil pour quelque chose? Est-ce qu'il y a une voie moyenne entre les deux? Et voilà, donc ça va être un temps d'échange avec des invités qui, justement, ont leur mot à dire, parce que c'est tous des influenceurs sur différentes plateformes, avec différentes communautés, différents âges. Et donc, je suis très content de rassembler déjà des amis et des gens pertinents. Donc, on commence à la gauche. Le grand tatoué en écorché. D'où tu viens? Comment tu t'appelles? Alors, ma maman, elle est institutrice. Non, pour les réseaux sociaux, alors je sais pas si je serai le plus pertinent, mais c'est vrai que tu as précisé le fait d'avoir une plateforme et d'avoir une audience. Donc voilà, je pense qu'il y a une première distinction qu'on pourrait faire. Ce que moi j'appellerais réseaux sociaux, c'est justement les plateformes comme Instagram, Facebook. À l'inverse, YouTube ou le fait de posséder un podcast, pour moi, c'est pas techniquement un réseau social. Après, vous pourrez me corriger peut-être par la suite. Donc moi, je vais juste parler de ma petite expérience là-dedans et on la partage aussi avec David. Fut un temps, j'avais pendant 2 ans et demi Instagram. Donc j'ai utilisé les réseaux sociaux. J'ai véhiculé mon message autour de la santé des articulations, etc. Et puis pendant 2 ans et demi, donc j'ai pu observer le fait de gagner en notoriété et aussi comment utiliser cette plateforme comme une carte de visite et comme peut-être un biais cognitif, un biais d'autorité, malgré moi. C'est vrai que les gens vont regarder sur Instagram, voir le nombre de followers, et ils vont se dire qu'on a une autorité. Donc, ils nous l'attribuent alors qu'on ne la demande pas nécessairement. Et puis, les métriques chiffrées, pour moi, ne représentent pas nécessairement une qualité en termes d'enseignants ou en termes de contenu. Donc, moi, j'ai fait ça pendant 2 ans et demi, et puis j'ai atteint le moment où c'était plus en accord avec mes valeurs, mes principes et le message que je voulais véhiculer, notamment sur le format, qui est un format très court, dans lequel on doit capturer l'attention des gens, et donc on fait une course à l'attention. Donc la monnaie, la currency, la monnaie qui est échangée sur ces plateformes, c'est vraiment l'attention. Et donc moi qui voulais véhiculer un message plus long, plus dense et inviter les gens à une réelle introspection et à plonger en profondeur dans les sujets, je me suis dit que c'était pas cohérent. Donc c'est qu'un avis personnel. D'où le fait d'avoir quitté la plateforme. Et c'est vrai qu'ensuite j'ai été très critique vis-à-vis de ces plateformes pendant un temps, en appelant ça notamment des métriques de vanité. Le nombre de likes, le nombre de partages, le nombre de commentaires, le nombre de followers. Pour moi, ça représente pas du tout la qualité d'un enseignant, d'un maître. Et c'est aussi, Steph pourra me confirmer ça, c'est aussi ce qu'on a pu observer beaucoup, nous qui venons du monde de la danse et des arts martiaux. Les grands maîtres kung-fu, ils sont pas sur Instagram ou TikTok mais pourtant, c'est des multiples ceintures noires, philosophes, etc. Et donc voilà, je suis sorti de tout ça. Et après, par la suite, rencontrant des personnes comme toi, et comme David notamment, j'ai fait un peu la paix avec les réseaux sociaux en me disant, voilà, c'est vrai qu'il existe des gens, des irréductibles Gaulois qui résistent et encore et toujours à l'envahisseur, et qui se disent, on va pouvoir communiquer nos messages en utilisant les plateformes. Et peut-être que moi, à cette époque, j'étais simplement pas assez peut-être fort mentalement pour me dire que je vais pouvoir véhiculer un message d'un long processus de rétablissement de sa santé, etc., au travers d'un contenu de 15 secondes dans lequel on associait l'esthétique de mon corps avec le message. Donc voilà, moi, mon expérience avec les réseaux sociaux. Et c'est pour ça que par la suite, j'ai quitté pour des plateformes peut-être dans lesquelles les contenus me ressemblaient plus. Les blogs, les formats longs d'écriture et les podcasts, des conversations ouvertes, libres, comme celle qu'on est en train de faire, dans lesquelles la personne est invitée à, elle aussi, faire sa propre réflexion. Tu vois, tu n'es pas en train de lâcher directement un message qui peut être perçu aussi comme un dogme. Tiens, les 5 exercices pour la colonne vertébrale, c'est ça et puis c'est tout. Tu vois. Là, non, on raconte une histoire, on partage une expérience. Et moi, j'espère en tout cas que le message et le messager, maintenant, sont moins confondus. Et donc, les gens peuvent passer ce qu'ils écoutent, ce qu'ils consomment au filtre de leur propre interprétation et expérimentation personnelle. En tout cas, c'est ce que j'espère. Après, comme toujours, on ne peut pas contrôler ce que les personnes perçoivent de nous. Mais voilà mon humble expérience avec les réseaux. On pourra revenir par la suite si tu as des questions là-dessus. Mais je voulais juste présenter ce postulat qu'on n'est pas tous de la mouvance TikTok, Instagram, etc. Et qu'il y en a qui ont aussi plongé un peu dans les deux mondes.
Donc voilà, si moi je peux apporter une contribution peut-être dans ce groupe, ce serait celle-ci, de vous dire comment c'était quand j'étais dedans et comment c'était quand j'étais en dehors. Voilà pour une présentation courte. Voilà. Puis vous pouvez admirer le texte. En attendant. Magnifique bras. Merci. Merci mon David. Bonjour. Comme le disait ce matin Pierre, on est une émanation de notre environnement et en interaction dynamique avec lui. Et il y a une phrase qui est un petit peu connue qui dit qu'on est la moyenne des 5 personnes qu'on côtoie le plus. Et en réalité, dans ces 5 personnes, on pense généralement à nos amis, mais c'est plus nos collègues, les news, les réseaux sociaux, etc. qu'on regarde tous les jours et qui nous influencent au quotidien. Et comme n'importe quel outil, il peut être positif comme négatif. Et cette influence a d'énormes côtés positifs qui nous permet d'élargir notre conscience, notre vision du monde. Et donc là, je vais citer mon expérience personnelle. J'ai lancé un podcast qui s'appelle Limitless Project pour explorer le potentiel humain, où j'ai eu la chance de recevoir Pierre, Steve, Slim et puis Steve. Ouais, c'est presque pareil. C'est l'illusion de soi. C'est l'illusion du soi. C'est l'illusion du soi. Ça a littéralement changé ma vie. À plein d'égards. Au début, ça a commencé par des aspects physiques, où je me suis senti mieux dans mon corps, mieux dans ma tête, plus énergique, plus productif, plus créatif. Mais après, j'ai commencé à atteindre des niveaux de conscience, entre guillemets, plus élevés, où j'ai changé les lunettes avec lesquelles je voyais le monde, avec lesquelles j'ai créé ma famille, parce que maintenant j'ai une petite fille, et je me sens profondément heureux, épanoui. Moi qui, pendant longtemps, ai eu des addictions, et puis connu rechercher une espèce de réussite financière, et puis qui a un petit peu brûlé la corde par les deux bouts à la recherche de moi-même, parce qu'en réalité, quand on a 18-20 ans, on multiplie les expériences pour essayer de savoir qui on est nous-mêmes. Et je pense que c'est une réflexion et un chemin qui va nous poursuivre tout au long de notre vie. Mais j'ai l'impression de savoir un petit peu mieux qui je suis aujourd'hui et de vibrer avec mon cœur et ma nature profonde. Et tout ça, ça a été permis par les technologies, justement par les réseaux, par les gens que j'ai pu rencontrer grâce à ça. Et je reçois des mails parfois d'auditeurs qui me disent que tel épisode a changé leur vie. Et moi, ça m'emplit de bonheur parce que j'ai énormément de gratitude pour la personne que je suis aujourd'hui et pour le bonheur que je peux ressentir. Et si je peux être un vecteur de passage qui permet à d'autres d'évoluer sur leur propre chemin, de montrer la première marche, comme le disait Pierre ce matin, eh ben, j'ai l'impression de réussir et de réaliser ma mission de vie. Et d'ailleurs, c'est marrant parce qu'à côté de ça, je suis entrepreneur, j'ai une start-up et à la sortie du Covid, il y a eu un moment où j'ai recommencé à signer des contrats qui étaient relativement élevés. Et dans le même temps, de façon parallèle, j'ai reçu ce genre de mail d'auditeurs. Et ça me rendait tellement plus heureux. J'avais tellement plus l'impression d'être à ma place et de faire quelque chose qui comptait vraiment. Que d'ailleurs, aujourd'hui, je suis en train d'essayer de quitter ma boîte. Après, malgré tout, il y a aussi l'envers du décor. Et j'en suis d'autant plus conscient que, justement, dans mon métier d'entrepreneur, j'ai eu de grosses communautés. J'ai fédéré 27 millions de fans sur Facebook avec une centaine de pages. Je connais le pouvoir d'influence que ça a et comment ça peut être utilisé à des fins mercantiles. Et le fonctionnement d'un média de façon générale, que ce soit un réseau social ou un média d'information, c'est de capter de l'attention. Parce que c'est grâce à ça qu'ils vont pouvoir diffuser des publicités et gagner de l'argent. Et derrière, il n'y a pas forcément une volonté de nuire. Mais par contre, il y a forcément un biais dans la façon de présenter les informations. Par exemple, il y a une étude là, qui a montré qui a étudié 180 000 titres de presse et qui a montré que l'utilisation des champs lexicaux liés à la peur, à la crainte, à la tristesse était en pleine explosion et qu'à l'inverse, tous les titres un peu plus neutres ou liés à la joie étaient en train de diminuer. Pourquoi ? Parce que le taux de clic sur ces titres négatifs est plus important. Sur les réseaux sociaux, le fonctionnement des algorithmes pousse à montrer les contenus qui vont maximiser ces taux d'attention et qui ont tendance du coup à entretenir notre biais de confirmation. Parce que si l'algorithme détecte que vous avez regardé telle ou telle information sur tel ou tel sujet, ils vont avoir tendance à vous montrer toujours des informations liées à ces mêmes sujets, plutôt que de vous montrer une vision globale et holistique du monde et d'ouvrir votre esprit. Et on le voit, ça se cristallise avec des événements comme le Covid, où on a presque l'impression de vivre dans des mondes différents. Parce qu'il y a des gens qui disent « Ah, mais tu vois pas ça, tu vois pas ça ». Et en fait, ils ont raison. Tu vois pas ça. Parce qu'on n'a pas le même environnement, on vit pas avec le même environnement, on n'a pas les mêmes informations à notre esprit. Et ces informations nous influencent, construisent notre pensée, notre vision du monde. Et j'ai peur que ça crée à terme une forme de... que ce qui était à la base quelque chose qui permettait de créer du lien, soit quelque chose qui finalement nous divise et crée des petits mondes, plutôt que d'avoir un métaverse et une espèce de conscience universelle,
qu'à l'inverse, ça nous segmente en petites communautés isolées les unes des autres et incapables de se comprendre. Parce qu'avant, on pouvait avoir des dissonances en termes ou même des avis différents sur des sujets, mais on était quand même capable de parler et de discuter avec des arguments qui étaient compris par tous. Tandis qu'aujourd'hui, on n'a même plus accès à cette espèce de voie du milieu qui nous permet d'avoir une discussion sensée et complète avec les gens. Donc voilà, je pense que comme en toute chose, il y a du bon et du moins bon, et c'est peut-être aussi notre responsabilité de l'utiliser en tant qu'utilisateur. Tu vois, il y a une citation qui dit un truc un peu comme ça, qu'on ne peut pas tenir le marteau comme responsable si on enfonce un clou de travers. Et ben, c'est un outil qui a énormément de puissance et qui peut être forme de transformation positive pour le monde. Et à l'inverse, qui est extrêmement dangereux. Et moi, en tant que père d'une petite fille, eh ben, je me pose des questions sur la façon dont ça va influencer ma fille. Et j'espère que ça sera une influence bienfaitrice. Merci mon David, il y a beaucoup de choses là à relever, vraiment beaucoup de choses, mais très pertinentes. Bon, les réseaux sociaux et Internet, les écrans, quoi, ce monde-là, est-ce que c'est, comme il a dit, une voie où on peut s'épanouir, ou bien un outil très puissant qu'il faut savoir maîtriser, cher Dali? Bonjour à tous, donc je me présente, je m'appelle Dali, je suis créateur de contenu sur diverses plateformes, YouTube, TikTok, Instagram, Facebook et même Dailymotion. Parce que, ouais, je t'assure, ils ont relancé, parce que tu m'as fait penser à ça quand tu parlais du biais de confirmation, comme quoi on n'était vraiment pas tous dans le même monde. Eh bien, là, une de leurs promesses, c'est l'idée selon laquelle ils vont proposer aux gens divers contenus qui vont pouvoir ouvrir sur de nouvelles thématiques. J'ai trouvé ça cool, c'est en lancement. Ils ont envie de renaître un petit peu de leur cendre parce qu'ils se sont fait quand même bien bouffer par YouTube. On verra bien. Donc j'ai accepté de faire partie de l'aventure. Les réseaux sociaux, c'est quand même un thème assez compliqué qui est assez récent. Moi, j'ai 20 ans, donc j'ai vraiment grandi avec ça. J'ai connu, quand j'étais plus jeune, Facebook à l'âge de 13 ans, il me semble. Ma mère, elle était un petit peu contre, mais elle a quand même accepté que je m'inscrive. Et même si elle ne le voulait pas, en fait, je le faisais quand même, parce que j'arrivais à me débrouiller. Et au début, je trouvais ça super cool. Après, je suis allé sur Snapchat, Instagram, YouTube, etc. Et depuis, j'ai conservé uniquement en tant que consommateur, on va dire YouTube et un petit peu de format court, mais pas trop. Maintenant, pour ce qui est de l'aspect plutôt créateur, je fais des vidéos courtes, donc qui durent aux alentours de 1 minute, plutôt, on va dire, éducatives sur diverses thématiques, notamment la psychologie. Et c'est vrai qu'il m'est venu à l'esprit un moment, parce que moi-même, en tant que consommateur, en fait, je suis pas extrêmement fan de ce genre de contenu. Je trouve que ça va vite. En général, 90% du contenu est à but de divertissement. De temps en temps, c'est cool, mais la plupart du temps, moi, j'ai envie de consommer du contenu pour apprendre des choses et pour que ça m'apporte, en fait. Et très vite, sur ce genre de plateforme, donc TikTok, Instagram notamment, ou même YouTube, hein, parce qu'il y a le format short, je sais pas si vous avez déjà vu ça, mais maintenant sur YouTube, vous avez aussi des vidéos courtes. Eh bien, très vite, on se perd dans cet algorithme qui joue sur nos failles psychologiques et qui nous pousse à swiper de plus en plus et à faire en sorte que, eh bien, on peut passer 45 minutes, 1 heure sur l'application sans s'en rendre compte. Et le pire, c'est qu'on sort de ça épuisé un peu de notre énergie, on sait plus trop quoi penser et on a l'impression un peu que, eh bien, on a perdu notre temps. Donc ça c'est un fait, mais pour autant, voilà, c'est une situation, elle est là, et j'ai l'impression que je crée du contenu court ou non, il se passera exactement la même chose. Après, évidemment, mon avis est biaisé parce que je suis forcément dans ce processus de création depuis déjà 2 ans, et je fais des vidéos courtes. Mais je pense quand même que les jeunes, en fait, ils sont là, ils consomment ce genre de vidéos, leurs potes font la même chose, donc au bout d'un moment, eh bien, tu dois t'adapter. Moi, c'est ce que j'ai décidé de faire et de continuer pour le moment. Peut-être que ça évoluera. Mais je continue à créer des vidéos courtes. Pour autant, alors oui, je joue le jeu. Je fais en sorte d'avoir des intros un petit peu croustillantes, de rendre mes sujets un peu plus sexy. Mais la thématique,
la base de mon contenu reste la même, qui est d'apporter une valeur ajoutée et d'essayer de transmettre des connaissances aux gens, je sais pas, de les inspirer à faire plus de sport, de manger peut-être un peu mieux, et puis d'essayer d'aller aborder cette fille parce que ça leur fait peur. Enfin, j'essaye de transmettre des valeurs qui pour moi sont importantes, et j'ai pas l'impression que le format 1 minute m'en empêche. J'ai compris qu'il y a des règles qui s'imposent à moi, je m'adapte, mais pour autant je me crucifie pas, dans le sens où je me vends pas non plus, en fait. Donc moi, ce que j'aime bien dire, c'est qu'il faut, voilà, il faut aller chercher les jeunes là où ils sont. Plus il y a de contenu éducatif, je pense, sur les formats courts, et plus il y a de chances que ces jeunes deviennent petit à petit intéressés par ce genre de thématiques. Et en fait, c'est moi-même mon expérience personnelle. C'est-à-dire que c'est comme ça que j'ai découvert, par exemple, la nutrition, j'ai repris le sport, j'ai commencé à lire des livres parce que j'ai découvert des créateurs de contenu. Alors moi, c'était plus sur YouTube, mais ça restait un format relativement court, 5-10 minutes, même voire peut-être un peu plus. Et c'est ça qui m'a donné envie d'aller plus loin, de creuser ces thématiques. Et je pense que aujourd'hui, depuis que j'ai commencé à créer des vidéos, eh bien, j'ai inspiré vraiment beaucoup de jeunes à faire exactement cette même démarche que moi j'ai fait 2 ans précédemment. Voilà. Pour autant, j'ai quand même pour projet petit à petit de proposer davantage de contenu un petit peu plus long et un peu plus instructif, dans lesquels on peut rentrer davantage en profondeur, parce que c'est sûr, comme il a dit Slim tout à l'heure, ça devient très vite dogmatique. Moi, le premier, j'ai déjà fait des vidéos, voilà, trois astuces pour je ne sais pas quoi, et évidemment, ça empêche d'apporter de la nuance. Et il y a plein de fois où je suis en train de réaliser ma vidéo et je me dis, bah, ça, je peux pas le dire, en fait, c'est ennuyant, les gens vont partir, je dois le couper. Alors que je trouve l'information pertinente, mais je sais que le taux de rétention sera moins bon, donc je le supprime. Voilà, je vais passer le micro. Alors, bonjour à tous, enchanté, merci Pierre pour l'invitation. Alors moi c'est Lucas, j'ai 20 ans, ça fait 3 ans que je suis sur TikTok, donc je publie à peu près tous les jours. Moi mon but principalement sur les réseaux sociaux, c'est de voir de ça d'un outil. Pas forcément voir que le côté négatif ni que le côté positif, mais voir vraiment cet outil où les deux sont possibles. Comme avec une pioche, bah, très bien on peut aller taper des cailloux et trouver des choses. De la même manière on peut taper quelqu'un et le tuer. Voilà, tout est un outil. Et je pense qu'aujourd'hui, les jeunes, comme l'a dit Dali, sont principalement sur TikTok, sur les formats courts. Donc moi, mon but, c'est que ces jeunes qui ont beaucoup de talent, qui ont beaucoup de qualité, mais qui sont parfois perdus dans cette société, qui ont du mal à avoir un axe, à avoir un cadre, à avoir une direction à suivre, moi, mon contenu court, mon but, bah, c'est justement de leur donner cet axe, leur donner cette petite direction. Alors même s'ils swipent une vingtaine de contenus qui est un petit peu considéré comme de la malbouffe, qui va rien leur apporter, qui va plus les embrouiller, et bah, peut-être qu'ils tombent sur une petite vidéo qui leur donne ce petit déclic. Et je pense que si on fait vraiment les vidéos avec amour, avec le cœur, si on s'investit à fond dedans, peu importe la durée, peu importe vraiment la façon dont on va le faire, l'important, c'est le message qu'il y a derrière, c'est ce qu'on va y mettre. Et si on le met vraiment, même si ça dure 30 secondes, ça peut faire un chamboulement chez quelqu'un, au moins une personne. Donc moi, mon but, c'est tout simple, c'est je rentre dans le moule pour le modifier. J'utilise les outils qu'on a aujourd'hui, je m'y adapte, comme Dalil dit, et je fais comme ça depuis à peu près 3 ans. Je suis pas encore sur YouTube, je l'ai fait un petit peu en donnant des conseils, mais je suis principalement sur TikTok aujourd'hui, tous les jours. Et j'essaye d'apporter de cette façon-là. Voilà. Je me permets une petite précision. Toi, Lucas, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a, je sais pas, on va dire 6 mois, tu étais sur un contenu TikTok un peu plus classique. Ouais. C'est-à-dire beaucoup de contenu un peu tendance, que ça soit des challenges avec sa copine, des danses, etc. Ouais, ouais. Et tu as décidé, il n'y a pas si longtemps que ça, de faire une transition sur un contenu un peu différent. Est-ce que tu peux expliquer la démarche ? Mais c'est vrai qu'il y a à peu près 6 mois, 8 mois, quelque chose comme ça, je faisais un contenu beaucoup plus engageant. J'allais même jusqu'à faire des dramas, etc. parce que les gens adorent ça, tout simplement. Et moi, j'étais dans cette nature où bah, j'explose mon niveau d'abonnés, j'explose mon niveau de vues, je gagne de l'argent, je suis heureux, quitte à faire n'importe quelle vidéo. Et bah, cette perspective-là, elle a une faille, c'est qu'à un moment, la vie, bah, elle t'apprend que c'est pas ça. Elle te l'apprend très vite par des épreuves, elle te l'apprend par des grosses remises en question. Et donc, à ce moment-là, je me suis dit, OK,
Est-ce que c'est ça que tu as envie de faire? Est-ce que c'est ça que tu as envie d'apporter aux gens? Est-ce que tu as envie d'apporter du drama? Est-ce que tu as envie d'apporter même du harcèlement? Parce qu'en fait, ce que je faisais indirectement pouvait causer du harcèlement pour les personnes que je jugeais ou avec qui je répondais. Donc, au final, j'alimentais un peu cette phase obscure des réseaux. Et l'important, voilà, c'est de le voir, c'est de se remettre en question. Aujourd'hui, mon contenu, c'est plus du tout le même. Et au contraire, justement, j'ai expérimenté ce que je ne suis pas pour savoir qui je suis. Et ça, c'est très important de le faire, que ce soit dans tous les domaines. N'ayez pas peur d'être quelqu'un voilà, qui fait les choses mal, qui va dans les extrêmes, qui tente des choses, parce qu'au final, vous allez voir que ça, c'est pas vous. Et vous allez comprendre qu'en fait, vous êtes autre chose. Vous avez besoin d'autre chose. Donc, cette partie-là où j'ai cherché le buzz, où j'ai gagné beaucoup d'abonnés, c'est sûr, là, je suis arrivé à plus de 2 millions. Mais cette partie-là, elle a été formatrice parce que d'un côté, je me suis créé une audience, mine de rien, qui va se réorienter vers mon nouveau contenu qui est beaucoup plus sain. Et même si ces 2 millions-là, je les ai eus voilà, avec de l'engagement, avec du drama, etc., je permets de un petit peu bifurquer vers des choses un peu plus saines, un petit peu meilleures pour apporter aux gens. Et aussi, moi, ça m'a permis de beaucoup apprendre. Aujourd'hui, mon contenu, il évolue en même temps que moi. C'est-à-dire que je ne dissocie pas vraiment le contenu que je fais et ma propre personne. J'évolue en même temps. Je sais que j'ai encore plein de choses à apprendre et je ne suis pas parfait. Juste, j'essaye d'apporter ma petite vision. J'essaye d'aider un petit peu comme je peux dans le moule, voilà, de m'y conforter. Mais c'est tout ce que je fais et voilà, je suis ravi d'être là et de continuer à apprendre. Merci. Merci Pierre de nous réunir. Beaucoup de choses ont été dites. Même je dirais que le spectre large du questionnement sur les réseaux sociaux a été abordé. Je m'appelle Steve. Moi, je viens d'un milieu, pour le coup, de transmission beaucoup plus direct. J'enseigne et j'entraîne depuis une quinzaine d'années. Donc, finalement, plutôt du côté un peu, pas ancien du terme, mais pour le coup, j'ai toujours été un peu hors de tout cela, bien qu'étant aux côtés de personnes souvent ou parfois très médiatisées parmi mes élèves. Très récemment, je reviens donc sur les réseaux sociaux. Et là, aujourd'hui, je développe une nouvelle série de vidéos pour le magazine GQ qui va s'appeler Éveil, où justement on va utiliser, mon intention c'est d'utiliser ce vecteur relativement médiatisé pour transmettre des informations relatives à la conscience, à la santé, à l'approche holistique en tout cas du bien-être, et utiliser donc des vecteurs assez importants pour faire passer ce type d'informations. Tout ça pour dire que, pour reprendre ce qui a été évoqué auparavant, c'est un outil très puissant, très répandu, c'est un vecteur. Et tout est aussi une question d'intention. On a ouvert la boîte de Pandore avec toutes nos technologies, on a croqué la pomme si on veut une autre métaphore. Aujourd'hui, on a ces outils, ces biais extrêmement puissants, ils sont là. Force est de constater que ces réseaux sociaux aussi, c'est un peu notre avatar, c'est un peu une prolongation de notre ego, de notre identité. Donc finalement, c'est le reflet de ce que l'on a à l'intérieur qui se matérialise et qui en tout cas se transmet. Donc au lieu de dire c'est bien, c'est mal, le bien et le mal n'étant à la fois quelque chose qui n'est pas forcément dissocié, hein, c'est les deux aspects différents d'une seule et même pièce quelque part, que l'on a tous en nous, ces polarités, comme tu le disais. La question est certainement plus de se questionner en disant comment est-ce que l'on va pouvoir réellement utiliser ces vecteurs pour faire transiter de l'information qui va nous faire évoluer aussi en tant que conscience collective et en tant qu'espèce. Parce que c'est un peu la question qui se pose à nous aujourd'hui. On est un peu, et clairement même confronté à la fin d'une ère, à la fin d'une époque, à la fin d'un mode de fonctionnement, parce qu'on est visiblement au bout de certaines choses en termes d'environnement et autres. Et les réseaux sociaux sont devenus peut-être la manière la plus universelle, la plus puissante de transmettre des informations. Donc en ce sens, on peut utiliser
et polariser, utiliser un peu cette alchimie pour utiliser ces vecteurs très puissants pour infuser de la conscience. Alors peut-être qu'aujourd'hui on en est loin, mais c'est aussi pour ça que l'on se réunit aujourd'hui. C'est pour réfléchir ensemble et voir comment est-ce qu'on peut prendre ces outils extrêmement puissants et infuser cette conscience. L'autre chose assez intéressante, c'est pas exactement relié aux réseaux sociaux, mais ça reste de l'ordre de la transmission d'informations, tout ce qui va être podcasts et autres médias alternatifs qui se développent énormément sont certainement des biais maintenant majeurs d'éducation et d'information. On peut vraiment s'éduquer et apprendre énormément de choses aujourd'hui sur Internet via les podcasts, sur YouTube et autres. Et ça, c'est quelque chose qui n'est vraiment pas à négliger. C'est un accès à la connaissance énorme. Donc, en ce sens, je pense que c'est des choses qu'on peut... qui sont nécessaires et même vitales d'encourager. Et c'est aussi peut-être des lieux où il y a aussi, même si le contrôle est omniprésent, mais il y a peut-être plus de liberté que certains gros médias mainstream, justement, informations, entre guillemets, et autres, qui finalement ne sont plus vraiment des sources d'informations parce que influencées d'une certaine manière. Donc c'est aussi une manière de récupérer cette liberté de la parole et de l'information et de se rencontrer. Pierre, David et Slim, on a fait des podcasts ensemble et ça a été pour nous des vecteurs et des espaces de parole et de partage puissants. Et c'est aussi vertueux. C'est-à-dire que plus on va, je pense, nourrir ce champ d'information collectif, plus on va aussi pouvoir l'influencer vers quelque chose qui va nourrir nos esprits et nos consciences, tout en étant évidemment aussi conscient que la construction originelle de ces choses-là sont, comme tu le disais David, le chiffre, ça a été créé dans des fonctionnements qui sont liés même à notre psychologie, à notre chimie, pour nous rendre addicts quelque part. Mais voilà, avec cette conscience, avec cette capacité à le polariser en quelque chose qui nous élève et qui nous éveille, c'est notre portée à tous, parce que finalement, on est tous un atome de ces réseaux sociaux. Les millions de followers, c'est nous. C'est-à-dire que chacun, on a cette responsabilité au même titre que notre vie. Tout ce que l'on va transmettre, tout ce qui va transiter par notre voix et notre voix digitale, quelque part, c'est quelque chose qui rayonne et qui résonne autour de nous. Donc, en ce sens, c'est à nous d'endosser cette responsabilité, pas seulement les influenceurs, mais le tissu total de l'humanité, quelque part, de prendre conscience que c'est un nouveau vecteur de communication. Il évolue au même sens que notre espèce évolue. Et peut-être que c'est une chose sur laquelle on doit aussi s'éduquer et avoir une réelle conscience de la responsabilité de tout ce qui transite au travers de nos partages et retweets et reposts, etc. Voilà. Vous avez pris une couche là déjà. Hein, ça va? On a un petit biais, nous, c'est qu'on est à la fois consommateur et acteur. Très concrètement, là, vous avez des créateurs de contenu, de transmission, des professeurs, des enseignants. Donc, je pense que vous pouvez sentir derrière nous beaucoup d'attention, un regard par rapport à tout ça. On va vous mettre en garde, etc. Mais vous sentez aussi la passion de transmettre. C'est-à-dire la passion de créer un podcast, une vidéo, etc. Parce que le fait même de le créer et de vouloir transmettre son intention, qui on est soi-même, au fond de nous, c'est immensément thérapeutique. Qu'est-ce que ça fait du bien. C'est incroyable. Donc nous, on est un peu biaisés. On va vous dire, ouais, certes, il faut faire vachement gaffe parce que c'est un outil très puissant, mais d'un autre côté, c'est super bien parce que wow, c'est génial. Et vous êtes là, ouais, d'accord, c'est génial, mais moi, en fait, je regarde juste un écran. Hein, et je suis pas actif. Et pour ceux qui ont vu ma conférence, vous avez vu que la passivité, la perception, elle devrait nourrir l'action derrière. Donc quand vous regardez une vidéo, vous écoutez un podcast, normalement, si le podcast il vous enjoint pas à vivre la vie derrière, c'est pour moi, il rate le coche, quoi. Et ça devrait être une source d'information, comme ils l'ont tous très bien dit, là, un vecteur d'information, comme l'a été la télé, la radio, les journaux à un certain moment, mais qui devrait, comme tous ces médias que j'ai cités précédemment, nous faire comprendre les implications de nos futures actions dans la vraie vie. Et donc, le piège actuel, je pense qu'on en sort. Hein. Je pense qu'en effet, on commence à s'approcher du fond, là. Vous savez, l'être humain, il ne touche jamais vraiment le fond. Il s'arrête un peu avant.
Parce qu'en fait, on est intelligent, je vous le dis, hein. On est tous intelligents. Quand on va sentir que ça sent très très mauvais, en fait, on va commencer à remonter. On s'en approche là. On commence à voir qu'il y a des zones où, en fait, il ne devrait pas y avoir d'humanité. Là, on est en train d'enlever l'humanité. Donc, on va s'approcher de cette zone et on va dire, voilà, on n'y va pas finalement. Et je pense qu'on va remonter graduellement. Je pense que le shift va se faire tranquillement. Ouais, tu vois, pas trop fort, tu vois. On va pas trop, ça va être la dystopie ou l'utopie dont tout le monde rêve. Non, ça va ni être la guerre, ni être le paradis d'un seul coup. Je pense que ça va être un entre-deux. Et que, par contre, nos petits-enfants vont vivre vraiment des moments géniaux. Mais nous, à mon avis, on le verra pas. Bon, c'est mon opinion. Ouais, c'est cool de se dire ça déjà. Donc il y a deux doubles responsabilités, ceux qui regardent, ceux qui se consomment. Évidemment, ceux qui créent et ceux qui se consomment. Ceux qui créent, ils ont la responsabilité de transmettre quelque chose qui a vraiment du fond et qui invite à la vie. Et ceux qui se consomment, ils disent, bon, bah, comme dans cette mer de contenu, il faut choisir, choisissons vraiment des trucs pertinents, quoi. C'est vrai, des trucs qui vont nous nourrir. Là, il faut la double. Et bon, les enfants qui naissent maintenant, ils ont tout de suite tout. Donc il faut vraiment les renseigner. Et encore une fois, il y a quelqu'un qui a dit le terme d'éducation tout à l'heure, je pense que c'est très juste. Il va falloir s'éduquer avec ces nouveaux outils. Encore une fois, quand l'homme a inventé le marteau, il a dû s'éduquer à utiliser le marteau. Bon, là, c'est un peu plus complexe. Mais bon, il faut le faire. Je pense que c'est notre responsabilité. Ça devrait être participatif. On vous propose un temps de parole, hein, d'échange par rapport à tout ce qui vient de se dire, des questions, vos retours, parce que c'est important. Nous, encore une fois, on a un biais de créateur et de consommateur, mais peut-être que parmi vous, il y a des gens qui juste consomment les choses ou s'inquiètent pour leurs enfants ou quoi. Dites-nous tout. Inquiétez-vous. Non, Inquiétez-vous. Des réflexions, hein, pas forcément une question, mais des réflexions qui vous viennent. Bonjour. Ça s'écoute? Si. Et je vous écoutais parler et je voyais qu'il y avait disons, le souci, la préoccupation de tous ceux toutes les conséquences des réseaux sociaux. Et je me demandais, disons, vous en tant que producteur, non, de contenu, quel serait l'équilibre, le balance entre l'utilisation que vous faites du réseau social et comment le réseau social vous utilise, non? Juste savoir comment vous réfléchissez à cette instance et comment serait, disons, le critère, non, à prendre. Ah, si tu connais la réponse. Tu me la donnes. C'est la question la plus fondamentale, en tout cas de mon point de vue pour nous. Une réponse par ici. Slim? Dadi? On passe après. Donc la question, si j'ai bien compris, c'est comment est-ce qu'on gère l'équilibre entre création et consommation? Oui, au bout d'un moment, tu as un outil qui t'utilise toi. Entre l'outil que tu utilises et toi qui l'utilises. Ah d'accord, c'est tout de suite un peu plus philosophique. Il va me falloir un peu plus de temps, je crois. Ce qui est intéressant de constater, c'est que c'est réellement la métaphore de notre interdépendance. Et on en parlait ce matin grâce au fabuleux discours et présentation de Pierre. C'est réellement l'expression physique, quelque part, de notre interdépendance. C'est-à-dire que, quelque part, on est utilisé au même titre que l'on s'utilise tous. Certainement de manière inconsciente. C'est-à-dire qu'il y a toujours, quelque part, dans le rapport humain, une intention derrière d'arriver à. Et les réseaux sociaux, finalement, sont la prolongation et l'incarnation de ce mécanisme de pensée, de ce fonctionnement de la psychologie humaine aujourd'hui. Donc déjà, le comprendre, c'est gagner une forme de liberté. Après, dans la forme concrète, on reste dans cette architecture, quelque part, d'un petit groupe de personnes qui ont des outils et des moyens puissants qui finalement vont influencer la masse, vraiment la majeure partie de la population. Mais plus cette conscience et cette compréhension finalement de ce fonctionnement devrait être un gage de liberté de la manière dont on est utilisé par les réseaux sociaux. Et on en revient justement, je pense, à cette responsabilité de ce que l'on partage chacun
Parce que finalement, ces réseaux sociaux n'ont de la puissance que parce que chacun d'entre nous agissons, y adhérons et le faisons vivre quelque part. Donc la conscience de la manière dont on est utilisé, et surtout en tant que créateur de contenu, je pense que c'est aussi une prise de conscience de son propre fonctionnement à soi, parce que finalement, c'est notre réaction, c'est notre manière de fonctionner qui va donner du crédit et qui va alimenter les créateurs initiaux de ce qu'est un réseau social finalement. Donc ça, en fait, ça questionne même au niveau philosophique et au niveau de la conscience individuelle et au niveau de la conscience collective, puisque ce n'est que le miroir de notre conscience humaine. Ça peut être un premier axe de réponse. Moi, j'aurais tendance à, comment dire, m'éloigner un petit peu de la comparaison société-réseau social. Je crois que justement, on se compare assez souvent en tant qu'humain à partir d'exemples qui sont des exemples techniques. Et là, il y a un piège, à mon sens. Du moment où on dit qu'on se pense en tant que machine, c'est-à-dire qu'on met en avant un aspect super rationnel, mais peut-être pas le côté le plus intéressant de la rationalité. C'est la rationalité qui instrumentalise. Je parle espagnol, là, je suis désolé. Hein. Mais qui instrumentalise, disons, justement, nos facultés peut-être plus intéressantes. Et à ces moments-là, je ne sais pas, moi je serais assez, comment dire, je ferais attention vraiment de comparer notre société. Je crois que notre société elle a plein d'autres qualités que justement les interfaces comme Internet ou les ordinateurs, Windows. Notre cerveau n'est pas Windows, il est bien au-delà, bien au-dessus. Et on a créé Windows. Il ne faut pas confondre peut-être. Oui. Non, entièrement d'accord. Et c'est justement pas du tout une comparaison par rapport à la société. C'est réellement plus un parallèle entre la conscience humaine. Donc c'est même au-delà de la société qui est déjà en elle une construction. C'est déjà un réseau social qui émane de la pensée et de l'esprit humain. La société, elle est une construction au même titre que le réseau social est une sous-construction de cette société. Donc pour moi, c'est même revenir à la racine du fonctionnement de la conscience humaine. C'est aller vraiment au-delà, parce que forcément, à force de creuser, on doit revenir à l'origine de ce qui se matérialise ici et maintenant sur cette planète. Et c'est important de remonter dans l'arborisation de ce qui a créé les réseaux sociaux, qui a été créé par la société et qu'est-ce qui a créé la société? Eh bien, c'est la conscience humaine qui a tâché de s'organiser. Et ce qui est quelque chose de très bien en soi, parce qu'on doit s'organiser aussi en tant qu'espèce pour évoluer. Sauf qu'aujourd'hui, force est de constater que nous ne sommes pas que dans une évolution harmonieuse, peut-être avec les fondements de la vie. Et c'est pour ça qu'on se questionne, justement. Mais comme tout est une émanation de l'esprit quelque part, je pense que pour comprendre pourquoi on en est là aujourd'hui dans cette relation avec les réseaux sociaux, il faut remonter à la racine de notre fonctionnement de conscience, et même avant la société. J'ai peut-être pas été très clair au début dans la réponse, mais je pense que c'est beaucoup plus profond finalement que même la société en soi. C'est ce qui se passe réellement dans notre esprit. Non, mais c'est vrai qu'on a cette velléité de se mettre en lien et qu'on a cassé depuis, surtout en Occident, hein, depuis mai 68 en Occident, où il y a eu un libéralisme prépondérant. On a cassé quand même beaucoup de codes, le code de la famille, le code du clan, le code du village. Enfin, on voit bien que c'est éclaté. Donc les individus laissés à eux-mêmes, ils sont en proie évidemment à se rattacher à n'importe quelle forme de réseau. Et dans ce terme-là de réseaux sociaux, déjà, il y a un piège. C'est-à-dire, c'est absolument pas une société. C'est un réseau sur Internet qu'on a créé artificiellement. Donc, certes, on comprend bien ce que ça veut dire. On peut parler par message interposé à son voisin, faire une visioconférence. Mais évidemment, c'est pas, comme on dit souvent, c'est pas la vraie vie. C'est un truc en plus, c'est un outil en plus.
Bon, je vais essayer de donner du positif parce que normalement, cette table ronde, elle devait dire les bons et les mauvais côtés, mais on a quand même évoqué le fait de pouvoir s'instruire, le fait d'avoir la disponibilité de l'information, le fait de. Voilà, moi, quand j'écoute des podcasts, des émissions, des frères qui sont ici, j'apprends des choses, véritablement. J'ai découvert des choses grâce à tout ça. Et puis finalement, j'ai rencontré des gens. Ces gaillards-là, je les ai rencontrés uniquement grâce à ces réseaux sociaux. Mais les réseaux sociaux m'ont donné la possibilité de vivre la société d'une autre manière. Voilà, à mon avis, sans ça, je ne l'aurais pas fait. Donc il y a de l'inspiration, il y a de la motivation, il y a de l'information, voilà. Mais l'information, pour que ça devienne une connaissance, il faut passer par plusieurs étapes. Hein. On fait transformer l'information en savoir, quand l'esprit vraiment peut saisir cette information, qu'il range dans son cerveau, comme dans un tiroir. Puis on fait passer le savoir à la connaissance par l'expérience, dans le vrai monde. La connaissance, c'est un savoir que je peux mettre en application dans le monde. Et là, cette étape-là, force est de constater que les réseaux sociaux ne créent pas des gens plus intelligents, créent plus d'informations. Une fois qu'on transforme cette information en connaissance par l'expérience dans le vrai monde, là, on commence à tisser des liens. Là, on commence à être intelligent. Là, on commence vraiment à sentir le interliguéré de l'intelligence, de tisser le lien. Voilà, donc j'ai essayé de dire des choses nuancées, mais par là-bas, est-ce qu'il y a quelqu'un? Ouais, dans les invités du podcast, j'ai eu un gars qui s'appelait Guillaume Mathias, qui est neuroscientifique et qui a développé une théorie qui s'appelle l'inéquation décisionnelle. Ça paraît un petit peu compliqué, mais en réalité, ça dit en substance que le cerveau, il est toujours en train d'essayer de calculer les potentialités de satisfaction addictive, donc de sécréter des hormones comme la dopamine, l'ocytocine. Donc l'ocytocine, c'est l'hormone de l'entre-soi. La dopamine, c'est l'hormone de la réalisation d'objectifs. Les endorphines ou la sérotonine. La sérotonine, c'est la représentation de soi, donc l'ego. Et d'évitement de situations aversives, c'est-à-dire la noradrénaline et le cortisol. Et dans ces situations aversives, il y a l'effort. Et pourquoi est-ce que je pose ces éléments-là? C'est parce que, en fait, le problème, entre guillemets, des réseaux sociaux, c'est qu'il nous permet de ressentir ces hormones, l'ocytocine, la dopamine et la sérotonine, avec un effort qui est minime. Parce qu'en réalité, on n'a pas besoin de se mettre en mouvement, on n'a pas besoin de sortir de chez soi. Et c'est là où je rejoins la question de monsieur qui disait comment est-ce qu'on trouve l'équilibre et comment est-ce qu'on ne se fait pas contrôler par ces réseaux? C'est vrai que si on arrive à répondre aux besoins de satisfaction addictive de notre cerveau sans devoir produire le moindre effort, le piège, c'est qu'à terme, surtout que ces expériences, ces interfaces deviennent de plus en plus fortes pour nous permettre de simuler ces expériences de vie. Mais dans le monde virtuel, on peut très bien imaginer un monde dans la réalité augmentée où on pourrait vivre toutes ces expériences-là en étant tranquillement assis dans notre fauteuil. Et il ne faut quand même pas obliger qu'à la base, notre biochimie, elle est un petit peu designée pour la survie. Et si on peut choisir le moindre effort et le confort, la linéarité, comme l'expliquait Pierre dans sa conférence ce matin, on va le choisir parce que on est un petit peu programmé pour ça. Et ça nécessite justement de travailler un peu nos neurones inhibiteurs, etc., de se faire violence pour contrecarrer tout ça. Et donc, le risque, c'est justement de ne pas se mettre en mouvement. Et c'est là où je pense qu'on peut trouver un début de réponse du juste équilibre avec les réseaux sociaux. C'est qu'à partir du moment où les réseaux sociaux diminuent notre volonté de nous mettre en mouvement, ne sont pas un vecteur de connaissances, d'éducation et de rencontres. C'est comme l'a très bien dit Pierre, le podcast, moi, il m'a permis de rencontrer des amis qui vibrent avec moi aux mêmes fréquences, alors que mes amis historiques, entre guillemets, sont beaucoup moins alignés d'un point de vue à tout niveau en réalité. Et je les ai rencontrés sur ma route parce que, par proximité géographique, mais maintenant j'ai pu choisir des personnes qui m'élèvent, qui au quotidien, dans le monde réel, donc pas dans le monde des réseaux sociaux, dans le monde réel, me permettent d'être plus heureux, d'être une meilleure version de moi-même, d'élargir ma vision du monde, etc. Et c'est pour ça que je suis super heureux d'être ici aujourd'hui. Mais voilà, mais à partir du moment où les réseaux sociaux nous donnent moins envie d'aller vers l'extérieur, vers l'extéroception, moins envie d'aller vers les autres, de vivre nos propres expériences, c'est là où je pense qu'il y a un piège. Et je vais juste refaire une petite parenthèse par rapport à ce que disait Dali tout à l'heure, où il disait, moi je vais chercher les adolescents là où ils sont, parce qu'ils sont sur les réseaux sociaux, ils consomment déjà ce type de contenu, et moi j'essaie de les ouvrir à de nouveaux sujets comme la nutrition, le sommeil, etc. Et je trouve que c'est fondamental ce qu'il dit là, parce que l'école aujourd'hui ne répond pas à ces nécessités-là. Tu vois, dans l'école de Pierre, il recommande un livre qui s'appelle Pourquoi nous dormons,
qui est, c'est juste un petit exemple comme ça anecdotique, mais qui est passionnant parce qu'il montre à quel point le sommeil est hyper important pour engrammer les souvenirs, à quel point il peut jouer dans la dépression des adolescents et dans les accidents de la route qu'ils ont. Enfin, c'est des connaissances qui semblent essentielles à n'importe quel jeune humain qui veut se lancer dans l'aventure de la vie. Et là, j'ai pris l'exemple du sommeil, mais on peut parler de la nutrition qui est quand même le carburant élémentaire qui permet à notre biochimie de s'exprimer. On peut parler de la gestion des émotions, de la méditation, du soi, de notre rapport à la réussite, de ce qui nous donne envie, de ce qui nous fait vibrer, de cette croyance qui nous pousse à essayer d'avoir une plus belle voiture ou un beau costard plutôt que d'être aligné avec son cœur et de faire quelque chose qui nous fait vibrer et permettra la pleine expression de nos talents parce qu'on est aligné avec soi-même. Voilà, tout ça, on ne l'apprend pas à l'école. Et je pense que des gens comme Dali qui ont réussi à utiliser les codes de communication des jeunes aujourd'hui et qui permettent non pas de leur dessiner le chemin et de leur donner les 3 astuces pour réussir à devenir la meilleure version d'eux-mêmes, mais d'éclairer la première marche, d'allumer une petite lumière dans leur tête qui leur donnera envie de progresser et d'évoluer, eh ben, ça a un potentiel transformateur qui peut changer le monde. On avait le slim. Excuse-moi. Ah, mais là, Je suis désolé. Non, mais c'est peut-être pas le bon moment que je parle parce que moi, c'est tout dans la descente, là. Non, mais là, c'est dans la descente. C'est dans la. Non, mais là, tu remontes après, ok. Bah là, embarquez-vous, faut attacher les ceintures, on descend. Là, on va dans la profondeur, là, on va dans les thèmes. Non, mais parce que, tu sais pourquoi? Parce que pour rebondir encore une fois sur la question de monsieur et peut-être prendre un angle qu'on n'a pas abordé, parce que là, j'ai pas envie aussi de partager, malgré nous, tu vois, l'anecdotique et de l'élever comme généralité, tu vois, c'est-à-dire que chacun va dire oui mais moi dans mes contenus c'est mon intention et donc sur je sais pas 5 millions de followers il y en a bien une centaine de milliers qui vont changer leur vie, etc. Malheureusement je pense que c'est de l'anecdotique, évidemment c'est ultra positif, mais tu vois c'est de se dire dans la montagne de brouhaha, de bruit, eh bien moi je vais aider quelqu'un, tu vois, j'ai l'impression que c'est quand même centré un peu sur nous. Et pour aller dans la question de monsieur, dans cette interaction avec les réseaux sociaux, j'aimerais peut-être juste sortir de l'objet réseau social et parler de la technologie. Donc l'interaction homme-machine. Et là, pour le coup, j'irais dans le sens beaucoup plus négatif, qui est que malgré une utilisation, entre guillemets, saine des réseaux sociaux, où toi, tu as envie de partager des ondes positives, éduquer, sortir de la distraction, etc. Déjà, comme l'a dit, je crois, Lucas tout à l'heure, il y a 90%, c'est du divertissement, et c'est des choses sur lesquelles tu peux pas agir. Donc même toi, avec ton poste de la journée, il y a 23 autres heures dans la journée, il y a bien 4 ou 5 heures d'heures que les gens vont passer à faire n'importe quoi, et donc ils vont regarder, tu vois, je sais pas moi, les gros culs, la muscu, etc. Donc ils vont pas regarder ton truc inspirant, et donc c'est pas la vision négative de se dire, bah voilà, comme ça sert à rien, je le fais pas et donc j'abandonne. Non, je comprends cette idée, elle est magnifique, mais elle me semble un peu naïve. C'est-à-dire qu'il y a quand même une interaction homme-machine. Donc même si tu supprimes tes réseaux sociaux, il y a quand même un danger de se laisser happer par la machine. Tu vois ce que je veux dire? Je pense que là aussi, il y a un vrai problème de fond qui est au-delà de je vais utiliser toutes les astuces que je connais sur le sommeil, sur l'alimentation, sur le jeûne, etc., sur la pratique physique, me sociabiliser en extérieur et réduire ma consommation des réseaux sociaux à minimum. Ou bien, je suis un malade mental, j'arrive à tout filtrer, je mets que des contenus éducatifs, je follow que des gens inspirants, etc. Il n'en reste pas moins que l'utilisation de la machine va de toute façon impacter ta biochimie et même ta biologie. Et je prendrai en exemple une étude récente justement sur l'utilisation de TikTok, où il y avait un des chercheurs qui a un peu analysé les résultats et les transformations physiologiques que l'utilisation excessive de TikTok avait sur des jeunes adolescents de 13 à 15 ans, ou ce qu'ils appelaient le TikTok brain, le cerveau TikTok, où l'utilisation extrême de, tu vois, swiper et d'avoir tous ces contenus qui vont hacker ta dopamine et l'envoyer constamment, ça réduisait les membranes de tes synapses. Et que ces membranes, après l'âge de 15 ans, tu ne pouvais plus de toute façon les refaire grossir. Donc là, littéralement, entre le cerveau de quelqu'un qui a consommé TikTok jusqu'à ses 15 ans et quelqu'un d'autre comme nous, qui est né bien plus tôt que ça, on a 2 cerveaux différents. Et donc ça, à terme, il y a une interaction et une influence peut-être négative de la machine sur l'homme. De la même manière que cette bonne vieille chaise, elle nous a figé les hanches, on n'arrive plus à avoir des deep squats et qu'on a des problèmes de colonne, de mal de dos, etc. Donc la technologie, c'est pas que l'Internet, c'est une capacité technique, c'est une technique. La chaise est une technologie, elle nous apporte tant de choses, on peut s'asseoir, etc. Pourtant, elle nous ôte des choses. Tu vois, le corps, moins tu l'utilises, plus tu le perds. Et là, c'est la même manière. Cette technologie, réseau social, ou en tout cas le format des contenus, etc., de toute façon, va impacter la manière dont nos cellules se construisent, etc. Et donc ça, à terme, on peut imaginer, d'ici une dizaine ou une quinzaine de générations, des humains qui naissent avec un cerveau peut-être où il n'y aura plus besoin de ces membranes-là. De la même manière, avec un pouce peut-être surdéveloppé. Et on a un pouce qui permet de faire ça. J'en sais rien. Exactement. On n'en sait rien. Donc, ben voilà.
Ouais, ce serait pas surprenant. Ce serait pas surprenant. Donc je pense qu'il y a aussi un intérêt à cette question sur réfléchir sur, au-delà de notre consommation de contenu, sur l'interaction qu'on a avec ces appareils. Et donc là, évidemment, ça ouvre la voie, tu vois, à l'IA, au métaverse, à tous les appareils. Tu vois, ta montre connectée, est-ce qu'elle est utile pour savoir combien de kilomètres tu as fait? Est-ce que courir, c'est pas suffisant déjà, tu vois? Donc ça, c'est plein de choses comme ça où je pense qu'il y a un intérêt à se questionner sur l'interface homme-machine, parce qu'il y a un énorme danger aussi physiologique dessus, malgré tous les filtres qu'on peut faire et toute la bonne volonté qu'on a tous sur ces chaises à vous dire allez dehors, faites du sport, etc. Il n'empêche que dans la voiture, quand il y a des embouteillages, tu ouvres ton portable et même si tu écoutes un podcast, tu es quand même dans une interaction avec une machine, tu n'es pas avec un humain, tu n'es pas à contempler, etc., etc. Donc voilà. Plusieurs choses à dire. En vrai, je suis totalement d'accord avec tout ce que tu as dit, hein, Slim. Bon. Ouais, je remonte, j'essaye. Le point de vue que je pourrais partager par rapport à ça, c'est que, certes, ça existe, mais malheureusement, en tout cas, moi, je n'ai pas le pouvoir d'action d'agir sur ça. C'est-à-dire que les jeunes ont un portable, les jeunes grandissent avec TikTok, et je peux rien y faire, en fait. Donc, certes, je peux décider de ne plus avoir de téléphone, de ne plus utiliser les machines, mais je pense que ça me desservirait beaucoup plus que ce que ça m'apporterait, en fait. Je l'ai vu quand j'ai décidé de prendre de changer en fait mon alimentation et d'avoir quelque chose de beaucoup plus strict. Il y a une période de ma vie où je me suis isolé, j'ai décidé de couper les ponts avec certains amis, d'arrêter de manger des fast-food, tout ça. Et en fait, très vite, je me suis rendu compte que j'étais seul. Vraiment, j'habitais en campagne en plus, donc bien, je passais mes journées seul. Alors certes, j'allais marcher, je mangeais des avocats et des brocolis cuits à la vapeur, c'était génial. Mais mentalement, franchement, je me sentais pas très très bien. Parce que je m'étais rendu compte que certes, j'étais peut-être plus aligné par rapport à ma nature profonde qui était d'être en interaction avec cette fameuse nature, de manger des choses qui sont bonnes pour mon corps, mais en même temps, une déconnexion tellement profonde de la société que c'était au final plus néfaste qu'autre chose. Et du coup, je trouve que c'est là toute la difficulté, c'est que, eh bien, en fait, à mon avis et de mon expérience, c'est plus néfaste certes, de faire les choses qui sont en phase avec notre nature profonde, mais le problème de ça, c'est que tu es très vite isolé et que tu te retrouves en fait très vite en dehors de cette société que plutôt d'y être adapté et de faire certaines choses qui sont pas en accord. Par exemple, en termes de nutrition, en fait, maintenant, moi, j'aime bien dire que, on va dire un plat, si on le met une note sur 10, 5 points, c'est pour est-ce que c'est bon pour la santé? 5 points, est-ce que c'est bon pour ton moral? Alors certes, donc il y a ces fameux 5 points que j'avais quand j'étais tout seul chez moi, mais j'étais à 0 parce que je mangeais tout seul en fait. Et à l'inverse, quand je vais dehors avec mes potes, certes, je mange une pizza, je suis à 0 en termes de santé, mais je suis à 5 parce que je kiffe le moment en fait. Et, euh, et j'ai un peu l'impression qu'avec les réseaux sociaux, c'est la même chose. Tu peux décider de sortir de cette interaction machine, mais à quel prix en fait, tu vois? Et je sais pas quelles alternatives on pourrait trouver. Pour le moment, modifier un petit peu le contenu, essayer d'adapter, de proposer de nouvelles alternatives, c'est cool, mais c'est sûr que c'est pas suffisant. Après, peut-être que si au final on a que des jeunes qui sont nés avec un cerveau, avec un brain TikTok, eh bien, ça sera plus un problème parce que. Mais je sais pas. Je l'ai. Mais ouais. David, tu veux intervenir? Alors, vous avez le micro peut-être proche de chez vous? Ah, c'est un micro en fait ou c'est un enregistreur? Micro. Faut pas qu'on les forme mes propos, attention, ça m'enregistre. Il y a des alternatives au réseau et ils sont nécessaires parce qu'on est tous confrontés à ça, moi y compris, alors que c'est pas du tout mon domaine d'activité. Je rejoins les propos de Slim en disant qu'on a été construit sur d'autres choses. Les fondements ne sont pas les fondements des réseaux sociaux, ils sont complémentaires. Donc on peut s'en sortir sans. Il faut évoluer avec son temps aussi, il faut l'accepter, et ça, c'est pas facile pour nous. Moi, plus ancien que toi, donc on a le même prénom pourtant, un prénom qui est pas récent. David, c'est un prénom ancien. On a la capacité de pouvoir transformer un petit peu ces choses-là. Ma thérapie, ça a été le sport pour plein de raisons, je vais en parler dans 25 minutes. Mais pour le coup, manger, c'est vital. Les réseaux sociaux, c'est pas vital. Donc, attention à ne pas confondre ce qui est essentiel dans ta vie, dans ta construction de vie
physique d'abord, et puis intellectuelle, et après la conception de ce que tu vas en faire. Et là où c'est très fort dans ta capacité d'analyse, c'est que tu restes jeune pour moi, en tout cas pour l'instant, mais tu as très vite, et associé à quelque chose que tu vis pleinement parce que tu as construit une vie à travers les réseaux sociaux aussi, et tu t'en es servi dès le plus jeune âge, dès ton enfance, alors que moi, pas du tout. J'avais d'autres réseaux sociaux, le Donjon Dragon, j'avais d'autres jeux, les jeux de cartes, de société, Monopoly, etc. On se construisait différemment aussi, mais ça marchait très bien. La seule chose qui est intéressante dans ton discours, et ce que j'aime beaucoup, c'est que tu arrives à, pour autant, analyser cette difficulté à laquelle tu dois faire face, et en même temps de servir intelligemment de ton réseau social pour le nourrir de façon consciente et de façon constructive. Et ça, c'est important parce que c'est pas donné à tout le monde. Que les réseaux ont aussi tendance quand même à généraliser, à vulgariser les choses. Et il y a un peu de ça dans ce que vous dites quelque part, dans le sens où à un moment donné, on cherche pas à lever les consciences, quoi. Peu le font parce que c'est leur nature, leur conscience personnelle, psychologique de dire je vais faire mieux que ce que je vois à côté de moi. Mais 99% des contenus qu'il y a sur les réseaux n'élèvent pas les consciences, les vulgarisent pour que tout le monde puisse s'y adapter, que tout le monde puisse le comprendre, façonner ce truc-là et dire je suis comme tout le monde. On va exclure des gens si on ne fait pas comme eux. Et ceux qui font des rhétoriques ou des métaphores ou des répétitions de danse de plein de choses sont très bien, qui demandent du travail physique, qui demandent de la confrontation, qui demandent de l'excellence, sont des fois très bons derrière les écrans, mais en face, pas du tout. Je suis quelqu'un qui est très connu sur les réseaux sociaux, qui a des millions de followers aussi, une jeune fille qui est très cotée. Les jeunes filles le sont aussi pour leur physique. Malheureusement, il n'y a pas que ça qui compte, mais ça compte beaucoup dans les réseaux sociaux. Devant un écran, ça se passe très très bien. Elle est très sociable. Et sur les plus beaux tapis du monde, devant les écrans de cinéma, etc., elle n'est pas capable de sortir un seul mot, quoi. Elle est timide, elle est gênée, elle est paralysée. Elle est paralysée. Hein. C'est pétrifiant de voir ça, se dire mais comment tu peux... Enfin, là aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Comment tu peux être comme ça et aussi distante des gens qui te font face toute la journée devant l'écran et qui te parlent et qui t'amènent plein de choses? Et trouver le bon compromis, ça permet justement de pouvoir avancer entre le physique et l'intellectuel aussi. Un exemple simple, et je terminerai là-dessus, je pourrais parler des heures sur ce domaine-là, la télécommande. La télécommande a été créée pour les personnes en situation de handicap au départ. On l'a rendue accessible à tous par nécessité, non, par confort. La chaise, ça a été quelque chose qui a été donné par confort et pas par nécessité. Il y en a un qui est vraiment plus utile que l'autre, et puis il y en a un qui devient une solution technique, technologique, confortable, agréable, visuelle. On se dit, oh, c'est super pratique, c'est léger, je m'en sers. La zapette, comme on l'appelle souvent aussi. Mais ça a été construit au départ pour les personnes qui ont un handicap, parce que la surcharge pondérale était compliquée et très, très prenante aux États-Unis. Les premiers à avoir mis la télé en couleur, etc. Bon. Et fait qu'à un moment donné, on s'est retrouvé dans une situation où les gens ne voulaient plus bouger leur canapé pour changer les chaînes et créer de la consommation, de la visibilité, des publicités, etc. et faire vendre. La télécommande a été une solution pour passer d'une image à l'autre très rapidement, comme le sont aussi les réseaux sociaux, malheureusement, quoi. Voilà. Il faut jongler avec, mais il n'y a pas que ça non plus. C'est une partie de notre temps. J'en consacre du temps aussi, pas au même niveau que vous, que tous les deux, parce que vous avez beaucoup plus de followers et parce que vous avez des contenus qui sont différents. Mon contenu, il se passe sur le terrain de sport, en l'occurrence, mais d'en parler, de communiquer, de transmettre, c'est important aussi. Après, il faut trouver le juste milieu, et dans un monde où on est très vite happé par ces choses-là, c'est pas facile. Donc, est-ce que quand vous disiez ça tout à l'heure par rapport à la technologie et l'homme, à quel point il y a une interaction, à quel point il y a une dépendance par rapport à l'objet? Et Slim disait tout à l'heure aussi, et finalement, il reste dans une interaction avec un appareil et il nous possède à un moment donné aussi, quoi. Je veux dire, il faut être réaliste par rapport à ça. Je dis pas qu'il faut pas que ce soit le cas, parce que la technologie est très utile, mais effectivement, je rejoins son propos en disant est-ce qu'une montre connectée, c'est vraiment si utile que ça? C'est encore une fois un confort qui n'est pas nécessaire ou qui n'est pas forcément primordial. Il est utile, il est agréable, il n'est pas primordial. D'autres le sont. Voilà, d'autres choses le sont en tout cas. Merci. Mesdames, Messieurs, David Smetanine, en conférence dans 20 minutes. Dans 15 minutes. C'est clair. Écoutez, dans un quart d'heure aussi, il y a une conférence ici qui va avoir lieu, donc on va libérer l'espace. C'était un plaisir, véritablement, d'entendre voilà, ce tour de table aussi participatif avec vous, avec vos regards. On avait peur qu'il n'y ait personne. Heureusement que vous avez été là. Vous avez payé. Voilà. Que dire de plus pour conclure? On a entre les mains quelque chose de très très puissant. Il nous faut construire une société de sagesse, très concrètement. Pas de savoir, pas d'information, il faut de la sagesse. Bon, on va se terminer là-dessus. Je pense que c'est le mot de la fin. Très beau mot. Merci de tout le monde. Merci. Ça dépend des sociétés aussi. Les Espagnols, les anglophones, les Français.